Coucou à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je vais vous parler donc de mon expérience suite à un avortement et comment surtout est-ce que je me suis reconnectée à mon corps, à ma sexualité, à mon partenaire et à mon plaisir après ça, qui était une des expériences les plus horribles et douloureuses de ma vie, je crois. Elle est dans le top 3 à mon avis. Donc voilà, et je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes parce que ça arrive à énormément de personnes, parfois plus d'une fois dans la vie d'une femme. Et si tu es un homme aussi, je pense que c'est intéressant de comprendre et d'entendre cette expérience-là et comment ça peut avoir un impact sur le corps d'une femme et le cerveau d'une femme et dans une relation de couple aussi. Mais avant ça, je vais juste vous mettre le contexte dans lequel je fais ce podcast. En fait, ça fait 2 semaines que je veux faire cet épisode. Et j'habite en Thaïlande et j'étais à Koh Phangan sur une petite île où il y a plein de personnes merveilleuses et on était avec mon partenaire dans un co-living pendant 2 semaines avec 10 personnes dans la même villa, donc c'était assez intense et j'avais mon espace mais j'avais pas l'énergie d'être toute douce et tranquille pour faire ce podcast, donc c'était super intéressant. Mais voilà, là on est maintenant à Bangkok. On est parti de Koh Phangan après plusieurs mois. On est à Bangkok pour 2 jours et on va doucement retourner vers l'Europe pour nos retraites, pour voir notre famille, etc. J'ai une retraite au Maroc et mon partenaire aussi. Une autre retraite en Grèce. Enfin voilà, on organise des petits événements. Donc on retourne tranquillou vers l'Europe avant de revenir ensuite chez nous en Thaïlande. Voilà. Et peut-être que je vais me brosser les cheveux et me coiffer pendant ce podcast aussi. Donc mon avortement, donc c'était exactement le 11 mars 2022, si je me trompe pas, 2022, ouais c'est ça. Ça fait presque 2 ans maintenant, à l'heure où j'enregistre le podcast. Et donc comme je disais, ça a été une des expériences les pires de ma vie et en même temps les plus belles et sacrées et conscientes aussi, parce que j'étais dans des états de niveau de conscience et de connexion qui étaient assez énorme. Donc, pour vous mettre le contexte, je capte comme beaucoup de femmes qui sont dans le développement personnel, dans le féminin sacré, dans la connexion à elles. En fait, on a des capacités de connecter avec des entités, des énergies, enfin voilà, des animaux, des arbres, des choses comme ça. Et juste avant que je tombe enceinte, j'ai connecté avec l'esprit de mon fils, que pour moi, c'est mon fils depuis toujours. Et j'ai jamais en fait eu envie de... Alors je vais peut-être pleurer pendant ce podcast parce que ça me touche vraiment et j'ai mis 1 an avant de pouvoir en parler vraiment. Donc c'est normal et je vais peut-être être un peu décousue et tout ça est sensible mais voilà, je le fais avec plaisir. Je regarde juste que ça enregistre toujours mon truc là. Donc je parle pas pour rien. Ok. Donc en fait, j'ai jamais voulu d'enfant, mais vraiment pas. Dès qu'on m'en parlait, quand j'avais la vingtaine, 23 ans, 24 ans, 25 ans, j'en voulais vraiment pas. C'était niette. Non, les enfants, ça pleure, ça fait du bruit. Moi, je supporte pas le bruit. J'aime le calme. J'aime qu'on me foute la paix. Donc, j'ai jamais eu le désir d'enfant. Et pourtant, j'avais des amis avec des enfants, tout ça, mais j'étais là en mode ouah, me touche pas. J'étais vraiment déconnectée des enfants. Et ce que j'ai appris à travers cette expérience, et puis en grandissant aussi, que en fait, j'avais un mauvais rapport aux enfants parce que j'avais un propre mauvais rapport à mon enfant intérieur. Ça, je pourrais en parler plus tard aussi, mais voilà, je pose ça entre guillemets, entre parenthèses ici, c'est que le rapport qu'on a aux enfants dans la vraie vie, c'est un super miroir du rapport qu'on a à notre enfant intérieur, à notre capacité de jouer, à notre capacité d'être joyeux ou d'être traverser plein d'émotions, tout ça. Donc c'était hyper intéressant de remarquer ça aussi. Bref, du coup en novembre 2021, ouais ça. Alors, en novembre 2021, c'est alors c'était à peu près mi-novembre, je crois, première ou deuxième semaine de novembre, je ne saurais plus me rappeler. J'ai connecté avec l'esprit de mon fils. Alors, dans un contexte assez particulier, donc des fois je capte des trucs, je parle à des entités ou peu importe, mais je suis très connectée aussi quand je suis aux toilettes. Donc c'est hyper sexy. Mais quand je suis aux toilettes, genre je sais pas si c'est parce que mes sphincters s'ouvrent ou je sais pas, mon chakra sacré et racines sont super ouverts. J'en ai aucune idée pourquoi, mais souvent je canalise des choses quand je suis aux toilettes. Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'étais à Amed, à Bali. Donc c'est dans le nord de Bali, c'est mon endroit préféré à Bali. Et donc j'étais sur les toilettes et là j'ai canalisé, je ne sais pas comment, l'esprit de mon fils. D'un coup,
il est venu à moi comme ça et je me suis mis à pleurer, à recevoir des messages. Je ne saurais plus les traduire maintenant parce que en fait je l'entends dans mon corps et dans mon cerveau les messages, mais je saurais pas le retraduire en langue humaine française. Enfin, c'est très bizarre. Peut-être que ça vous arrive aussi, donc vous comprenez ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, je sentais son énergie, je sentais qu'il était là, je sentais mon utérus qui s'activait, tout mon corps qui s'activait, et j'entendais par contre le message: je viendrai quand tu seras prête. Tout le temps, je viendrai quand tu seras prête, je serai là quand tu seras prête, Donc j'ai dit oh my god. En plus mon copain était dehors, je crois qu'il était parti faire du bateau ou de la freedive, je pense. Ouais, il était parti faire de la freedive, c'est de la plongée en apnée, des 10, 20, 30, 40, 50 mètres en apnée. C'est génial. Et donc je crois qu'il était parti faire ça, j'étais toute seule à la maison. Et donc je me suis dit ok, what the fuck, très bien. Donc j'ai pendant 1 heure ou 2, je pense que j'étais un peu stone après, je suis allée m'allonger, je sais plus ce que j'ai fait. Mais j'avais capté le message, je viendrai quand tu seras prête. Je dis voilà, je suis pas prête maintenant, donc c'est ok. Tu parles. Donc c'était en novembre 2021 et je suis tombée enceinte à peu près alors soit fin décembre, soit début janvier, donc soit fin décembre 2021, soit début janvier 2022, donc c'était genre 2 mois après quoi, à peu près, 2 mois après. Sauf que j'ai fait un déni de grossesse, c'est-à-dire que je savais pas que j'étais enceinte et c'était hyper intéressant à voir après parce que j'étais déjà sex coach, coach en relation, je formais déjà des femmes dans la sexualité, dans le rapport à leur corps, etc. Et Noémie, la sex coach, la love coach, l'embodiment coach, enfin tout ce que vous voulez, elle a fait un déni de grossesse. Je fais ok. C'est-à-dire que j'avais pas mes règles en fait, c'était assez surprenant parce que j'ai saigné en fait quand j'étais enceinte. Donc je me suis pas dit je suis enceinte. En fait, j'avais mon cycle normal, c'était pas des règles, c'était juste des saignements, mais du coup ça m'a mise un peu j'ai pas vu et sachez que ça arrive. Que quand on est enceinte, on a des saignements à peu près au moment de nos règles parce que le mois d'avant, votre endomètre s'est quand même gorgé de sang, etc. Mais là, j'ai été fertilisée du coup. Ça se dit ça? Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, j'ai mon ovule qui a été fertilisé. Mais j'ai quand même saigné au moment de mes règles. Et voilà, sachez que ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé. Donc en fait, tout le premier mois où j'étais enceinte, j'ai eu entre guillemets mes règles qui n'étaient pas des règles. Et du coup, je me suis pas dit, voilà, je suis enceinte ou faut que je fasse gaffe ou quoi. Et je l'ai pas non plus senti. Par contre, le mois d'après, alors c'était obvious, hein. Enfin, c'était, je sais pas comment on dit en français. C'était bon, ça se voyait quoi. Enfin, j'étais tellement dans le déni et j'ai appris ce que c'était le déni du corps. Je veux dire, mes seins étaient énormes. J'étais hyper sensible, hyper émotive. Donc moi, voir que mes seins sont gros, c'est pas difficile, hein, parce que j'ai une petite poitrine de base. Donc quand j'ai des gros seins, ça se voit tout de suite. J'avais les seins hyper gonflés, je pouvais même pas m'allonger sur le ventre. Dans mon lit, ça me faisait mal. Mon partenaire pouvait même pas me toucher. J'avais le ventre gonflé, évidemment. Je mangeais beaucoup plus. J'étais hyper sensible. Enfin voilà. Je veux dire, tu dis ça à n'importe qui, on sait que t'es enceinte. Mais moi, sur mon propre corps, qui voyait mon corps dans mes vêtements, mon cerveau, c'était non. Genre, c'est pas possible, tu peux pas être enceinte. Donc sachez que ça existe vraiment les dénis de grossesse, même quand t'es entre guillemets connecté à ton corps. Il y a des femmes qui vont jusqu'à l'accouchement sans savoir qu'elles sont enceintes. Je sais pas si vous saviez ça, mais il y a des femmes, un jour, au bout de 9 mois, bam, leur ventre leur fait mal et elles apprennent à ce moment-là, le jour d'accoucher, qu'elles sont enceintes. Ça, c'est tout à fait possible quand on fait un déni qu'on remarque pas ce qui se passe dans notre corps. Donc pour moi qui travaille dans ce domaine-là depuis 5 ans et quelques maintenant, c'était je me suis trouvée vraiment pathétique en fait. Je me suis vraiment jugée au début en mode mais Noémie, t'es sérieuse là? Je veux dire, ça déborde de ton corps et t'as déni quoi. Alors je pense que je fais un déni parce que pour moi c'était pas possible d'être enceinte à ce moment-là, parce que déjà mon partenaire ne voulait pas d'enfant, plus on voyage tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maison, notre maison c'est notre valise. Ça faisait 1 an et quelques que j'avais développé mon activité, même si elle marchait très bien. Enfin voilà, quand t'es entrepreneur, t'as quitté la France, tu voyages toutes les 3 semaines, enfin c'est pas le moment d'avoir un bébé quoi. Et ça faisait pas si longtemps que j'étais avec mon partenaire, ça faisait à peu près 1 an. Donc voilà, en tout cas pour moi c'était pas possible et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles mon corps a fait un blackout, a fait un déni quoi. Et donc par contre le 2e mois j'ai pas eu mes règles et au bout d'1 semaine ou 2 où mes règles devaient être là, j'ai dit bon vas-y on fait un test de grossesse juste pour voir, mais je pense que ça va parce que j'avais déjà eu comme ça des règles qui étaient en retard.
quelques années avant, quand j'avais pris par exemple des plantes ou j'avais fait des rituels avec de la MDMA ou des choses comme ça, des plantes chamaniques et des autres trucs. Donc en fait, ça avait impacté fort mon corps, donc ça avait déréglé mon cycle. Donc et moi, ce mois-là aussi, j'ai fait, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait plein de trucs. J'ai pris des plantes chamaniques, j'ai pris des champignons. Donc je me suis dit bah voilà, c'est ça. Je fais du kambo aussi. Donc voilà, je me suis dit c'est ça. Je me suis pas dit je suis enceinte. Donc évidemment, j'ai fait des tests de grossesse après et là, bah, j'en ai fait 2, je crois, ou 3. Et je me souviens, j'étais dans une maison à Ubud, une très très belle maison, à Bali, toujours à Ubud avec mon copain. Et c'était juste après un shooting photo d'ailleurs, où quand je regarde le shooting photo, mes seins sont énormes, enfin énormes pour moi. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. J'étais en mode comme un gros choc en fait, parce que je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et donc voilà, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais enceinte. Et rapidement, du coup, en fait, peut-être une semaine avant que j'apprenne que j'étais enceinte, vraiment que ça vienne à mon conscient, j'en avais eu ras-le-bol de Bali et j'avais réservé déjà un billet pour la France, pour rentrer, parce que j'en avais marre. Et là, j'ai fait le rapprochement en mode, bah, je sais pas, mon corps m'a dit rentre en France, quoi. Et donc j'avais déjà mon billet d'avion pour quelques jours après que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, attends, je suis en train de réfléchir un peu au déroulé. Je voulais prendre des notes avant de faire ce podcast, mais j'ai eu vraiment la flemme. Je me suis dit, ça va venir comme ça. Donc ouais, j'avais déjà mon billet d'avion et par contre, mon partenaire n'avait pas encore son billet d'avion. Ce qui fait que, en fait, je suis rentrée en France sans lui et qu'il a pris un billet d'avion un peu plus tard parce que je pensais que j'allais aller à l'hôpital en France. C'est ce que j'ai fait. Ma mère travaillait à l'hôpital, donc elle m'a eu un rendez-vous très vite avec la gynéco, etc. Et je me suis dit, bah voilà, dans, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, bon, bah, j'aurai mon rendez-vous pour avorter, quoi. Donc, il avait le temps de revenir en avion. Sauf que, bah, heureusement et malheureusement en même temps, j'ai eu un rendez-vous dans les 3 jours après pour avorter. On m'a dit, bah, on peut là maintenant. Donc, j'ai même hésité à dire non, j'attends encore 1 semaine que mon partenaire rentre, etc. Je sais pas, j'avais envie qu'il soit là, mais une autre partie de moi me disait mais non Noémie, tu le fais maintenant, parce que j'ai parlé avec mon partenaire évidemment que c'était pas possible de le garder, tout ça, donc ça a été hyper dur pour moi. Je suis passée par des ouais ok je m'en fous, vas-y, enfin vraiment encore du déni pour me couper de mes émotions tellement c'était fort, et la phase aussi où en mode grosse lionne, tu touches pas à mon ventre parce que je vais te tuer. J'ai eu les deux. C'était vraiment puissant de sentir ça en mode protection. Mon utérus s'active par exemple quand j'en parle. C'était genre tu touches pas à mon bébé quoi, et je l'ai senti alors que pourtant entre guillemets c'était un tout petit embryon, tu vois, donc je me suis dit je vais pas le sentir beaucoup et tout ça, mais en fait si, quand c'est arrivé à mon conscient purée, c'était personne me touche et je suis prêt à, je m'en fous, tu veux pas le garder, je te quitte. Enfin, je suis passée par toutes les phases, mais après, quand je suis passée plus au niveau conscient, ben non, en fait, on voyage tout le temps, on n'a pas encore de maison, blablabla, c'est pas possible, quoi. Et je pense pour nous, on était trop jeunes et on n'était pas prêts dans tous les cas. Donc, je suis rentrée en France pour avorter, j'ai eu mon rendez-vous avec la gynéco qui m'a dit, non, Noémie, ça fait pas 3 semaines que t'es enceinte, ça fait 2 mois et quelques. Ça fait 2 mois et demi, en fait. Exactement. Donc j'ai fait oh my god, encore what the fuck, comment j'ai pas pu le voir. Donc sachant qu'en France c'est jusqu'à 3 mois pardon que tu peux avorter. Donc autant dire que je me suis dit bah ouais ok c'est maintenant. Donc j'ai pris rendez-vous pour les jours qui suivaient et ouais, et donc mon partenaire ne pouvait pas être là à temps, ça a été hyper dur, donc il était pas là. Et il y a quand même encore une partie de moi qui lui en veut, même si les circonstances ont fait que c'était pas possible, mais pour moi, en tant que femelle, par exemple, que mon mâle n'ait pas été là, c'est très très dur, quoi. Donc il y a aussi ça qui s'ajoute, et j'ai toujours un petit truc en moi qui en veut, même si c'est mon côté plutôt primaire instinctif qui lui en veut. C'est pas mon conscient, c'est pas mon cerveau, c'est en mode bah oui, il y avait pas d'avion, tu vas pas voler ou nager, c'est sûr. Donc voilà, mais il y a toujours une partie de moi qui est très très fâchée. Donc ça reste, par exemple, là j'en parle, je sens mon cœur qui se serre, je me dis putain. C'est pas juste, etc., etc. Donc il y a toujours ça qui est là, même après 2 ans, ça fait 2 ans. Bon, attendez, juste je coupe la clim parce que là en fait il fait chaud, mais il fait froid. Hop là. Donc ouais, je fais beaucoup de pendant le podcast. Je suis désolée, quand je parle, je fais beaucoup de Et donc j'en étais où? Oui. Donc j'ai fait des rendez-vous, tout ça, mais moi je suis très très consciente et tout ça, et ça fait plusieurs années que je vivais
dans le monde un peu plus spirituel et conscient, donc je vais à l'hôpital dans des trucs tout blancs, tout ça, où on me dit bah voilà, ça va se passer comme ça, comme ça. Par contre, tout le personnel de l'hôpital, donc c'était l'hôpital de Rambouillet, si vous voulez tout savoir, à Rambouillet dans les Yvelines, quand j'étais petite, j'habitais à 20 minutes à peu près de Rambouillet, à la campagne, dans la ferme et tout ça. Ils ont été super, tous vraiment super, hyper respectueux. J'ai pas eu un seul truc qui allait pas. Vraiment, ils ont été géniaux. Et j'ai même demandé, est-ce que c'est possible, je sais pas, de récupérer mon sang ou mon bébé d'une certaine manière, parce que moi je suis dans l'extrême sorcière rituelle avec du sang, avec des offrandes, avec des choses comme ça, donc je voulais voir si c'était possible de récupérer ça. Le gars il m'a regardé un peu bizarre, mais il m'a dit, il m'a compris, mais il m'a dit non, malheureusement c'est pas possible, enfin pour des raisons d'hygiène et tout. En France, on peut pas leur demander un truc pareil. Donc en fait, en gros, ce qui est assez horrible pour moi, c'est que je sais que ça entre guillemets, et donc mon bébé, il part dans des canalisations quoi. Donc c'est un peu chaud, mais je me suis dit voilà, je me suis dit aussi bon, au pire, vas-y, il me donne un médicament. En fait, il y a deux options d'avortement en France. C'est soit ils te donnent un médicament pour déclencher, entre guillemets, tes règles, qui sont pas tes règles, mais pour vraiment faire tout sortir, quoi. Et ça tombe dans les toilettes. Donc, c'est assez intense et douloureux. Et tu es seule souvent quand tu fais ça. Tu peux le faire à l'hôpital, mais tu peux le faire aussi seule. Donc, c'est assez chaud. Sauf que moi, c'était pas possible parce que mon bébé était déjà trop gros pour faire ça. Donc, il y avait pas le choix de faire une... Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. En gros, une opération où ils me viennent dans mon utérus pour m'aspirer mon bébé. Donc je dis mon bébé exprès parce que je peux pas dire mon embryon ou quoi. Pour moi, c'est mon bébé. C'est pour ça que ça a été très dur. Donc ouais, c'était ça. Et donc je crois que c'était un jeudi, à mon avis. Je crois que c'était un jeudi ou par là. Donc j'y vais, l'hôpital et tout. Il y avait ma mère qui travaillait encore à l'hôpital, donc elle était assez présente avec moi. Et puis donc ils m'ont donné un médicament pour en fait ça. Attendez, je fais juste pause là parce que ça va être trop dur pour moi. Ouh. Ok, je reviens. Donc ils m'ont donné un médicament. Donc en fait ce médicament-là qui a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, pour en fait dilater le col de l'utérus pour qu'ensuite il puisse passer avec une sorte de tuyau en fait pour vous aspirer l'intérieur de l'utérus. Donc normalement ça se passe sous je trouve pas mes mots aujourd'hui. En tout cas, soit ils vous endorment complètement, soit à moitié. Donc moi, j'avais pas envie d'être endormie complètement parce que je voulais être consciente quoi. Je suis quelqu'un de très consciente et même si c'était dur, j'ai dit je reste là avec mon bébé tout le temps quoi. Parce que même si, ok, je sais que c'est pas encore un bébé développé, etc. Moi, je le sens, j'ai connecté avec son esprit avant même qu'il soit là, etc. Enfin, pour moi, c'était très fort. Donc, je dis, vous m'endormez jamais. En fait, je veux être là, je veux suivre tout le process, je veux pouvoir accompagner le mouvement, dire, OK, au revoir. Alors, le mouvement, c'est dans un tuyau qui va dans des canalisations. C'est pas hyper sexy, ni très spirituel, ni tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, je voulais que ma pleine présence soit là. Donc, je voulais pas qu'ils m'endorment. Donc, par contre, ils m'ont donné le médicament qui est un des trucs les pires de la planète. En gros, tu passes de Noémie, bonjour, tu te réveilles le matin à ton col de l'utérus se dilate à 3 cm en une demi-heure. Donc, je peux te dire que c'est... Alors, si vous avez déjà vécu ça, vous savez très bien de quoi je parle. Et si vous le savez pas, je crois que c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie de ma vie. Je suis en train de réfléchir, mais... Ouais, parce que on sait que l'accouchement peut être douloureux pour certaines femmes, sauf que là, quand c'est un médicament et qu'on sait qu'on va t'aspirer ton bébé, tu le vis pas de la même manière, je pense. Et que t'es dans une combinaison en plastique pour une salle d'opération en blanc avec la clim à fond et tout ça, c'est beaucoup moins sacré et c'est beaucoup plus dur à gérer. Donc en tout cas, c'était vraiment horrible comme douleur parce qu'en une demi-heure, une heure, fallait que je sois prête pour l'opération, donc fallait que mon col il s'ouvre pour pouvoir laisser passer le tuyau, quoi. Donc c'était très dur et en fait, la salle d'opération dans laquelle je devais aller juste après, et en fait il y avait du retard, donc j'ai attendu peut-être, au lieu d'attendre genre une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai attendu presque 2h30 dans ma chambre avec mon col qui s'ouvrait, qui attendait et mon corps qui était en douleur pas possible. Heureusement ma maman était là, heureusement je connais quand même des exercices de respiration, de connexion à mon corps pour juste
voilà, rester avec moi. Je vois ma mère qui était là en mode: «Mais tu gères bien, comment tu fais?» J'étais là: «C'est mon travail». C'est mon travail, mais c'était dur, hein. Putain. Hem, C'était dur et après ils m'ont enfin emmenée dans la salle et tout ça. J'ai un peu des blackouts parce que je me rappelle pas de tout vraiment tellement j'étais dans un état pas possible. J'en pouvais plus en fait, j'avais envie de mourir quoi, tellement j'avais mal. Ils m'ont emmenée dans la salle et là, pareil, équipe trop adorable, vraiment trop, trop adorable. Mon français est pas du tout spirituel et connecté. Ils m'ont demandé: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et tout, alors que j'étais en train de souffrir ma race, sur la table. J'étais là: «Bah, je suis sex coach» et tout. C'était là: «Ah, sex coach, ah, trop bien!» et j'étais là, enfin, c'était vraiment trop bizarre. Mais, ouais, hyper adorable, tous. Il y avait des hommes et des femmes adorables. Et donc, par contre, ce qu'ils m'ont fait, c'est une péridurale quand même pour endormir juste le bas-ventre. Donc j'ai senti très vite, donc c'est une péridurale, c'est une piqûre dans la colonne vertébrale, en bas à peu près, 3/4 en bas de la colonne vertébrale. Et donc j'ai senti, voilà, très vite, j'ai senti mes jambes et mon bas-ventre un peu fourmiller. Par contre, alors là, j'ai pas élucidé le mystère, mais si je vais dans le côté hyper spirituel et tout ça, en fait, je voulais tellement être présente et connectée à moi et à mon utérus et à mon bébé que la péridurale a marché sur tout mon corps, sur toutes mes jambes et mon bas-ventre, sauf sur mon utérus. Lui n'était pas du tout endormi. Ce qui veut dire que on peut presque imaginer une scène de film d'horreur. Je rigole, mais c'est nerveux, hein. C'est-à-dire que donc pour aspirer l'intérieur de mon utérus, donc elle passe par un tuyau dans mon vagin. Mon col de l'utérus est ouvert, donc le tuyau peut passer dedans. Enfin, je dis un tuyau, ça s'appelle peut-être autrement, mais pour moi, je le vois comme un petit tuyau. C'est exactement ça, qui aspire en fait. Et donc, ce tuyau va dans l'utérus et donc aspire tout, le sang et l'embryon qui est accroché à la paroi de l'endomètre, etc. Donc, je sentais plus le bas de mon corps, mais je sentais absolument tout mon utérus, toute ma yoni, tout, du coup, le tuyau qui était dans mon utérus en train de m'aspirer. Donc, niveau douleur, niveau intensité, j'ai même pas de mots. C'était encore une fois la chose la plus douloureuse de ma vie et en même temps, c'est la chose la plus puissante parce que je me suis dit: «Waouh!» Enfin, je me suis sentie hyper puissante parce que j'étais dans une douleur extrême, imaginez, dans une douleur extrême et en même temps, je disais: «Je m'en fous pas, j'en pouvais plus». Mais comme mon intention, c'était d'être présente, c'était, bah ouais, j'ai mal et je fais tout pour rester avec la douleur et juste accompagner la douleur et le mouvement parce que je peux pas ne pas être présente pour ce moment-là et pour mon bébé. Tu vois, je voulais vraiment, vraiment être connectée et présente et donc j'étais en train de hurler sur la table d'opération, de me faire aspirer les parois. Je sentais le tuyau qui m'aspirait l'utérus, donc de l'intérieur de l'utérus. Je sentais vraiment comme, je sais pas, si vous mettez un truc qui aspire votre peau comme ça. Et contre ma peau, contre mon ventre, je sentais tout qui aspirait de l'intérieur. Moi, j'étais en train de vivre mes pires cris sur la table. Donc voilà. Mais par contre, je voulais pas bouger de ça. Et ils me disaient: «Ah non, mais là», très vite, ils m'ont dit: «Non, mais Noémie, on t'endort, c'est pas possible». Moi, j'étais là: «Non, je veux pas» et tout. Et ça, ils ont été adorables, hein. Moi, j'ai dit: «Non, je veux pas» et tout. Enfin, j'étais dans un état un peu second, mais je voulais pas bouger de là, je voulais ressentir tout. Enfin, je voulais plus ressentir, mais je voulais pas partir de ma connexion à mon utérus. Et je le sens qui tire là, mon utérus, quand je parle, purée. Il s'en rappelle, hein. Wow. Et par contre, ils m'ont endormi. Ils m'ont dit: «Non, non, non, non». La femme qui était entre mes jambes m'a dit: «Non, ça c'est pas possible, faites quelque chose». Et ils m'ont mis un masque de gaz sur la tête et en 2 secondes, chut, il y avait plus personne et ils m'ont endormi. Ce qui est tout à fait normal et ils l'ont fait très bien, hein, pas en mode force et tout, mais ils m'ont dit: «Noémie, non, c'est pas possible. On n'est pas, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais on n'est pas dans un truc de torture ici ou je sais pas quoi». Elle m'a endormi. Donc après, je me suis réveillée dans la salle et tout ça, j'ai pleuré, dans l'autre salle plus tard, et j'ai pleuré beaucoup dès que j'ai ouvert les yeux. Et j'étais hyper connectée à mon fils à ce moment-là. Mais en fait, je le sentais plus hors de mon corps et il y avait comme un truc du coup qui était libéré. Et il était au-dessus de moi en fait pendant peut-être une demi-heure, 1 heure, je sais pas, je lui parlais. Je sais même plus ce que je disais. Mais je lui parlais, il était là, il me parlait, je le voyais petit, je le voyais grand, je le voyais adulte, je le voyais masculin sacré. Enfin, c'était un truc de ouf, c'était génial. Et j'étais perchée à fond, mais je le voyais, on parlait. Et juste il m'a dit, et c'est ça, le seul truc que je me souviens, c'est je suis venue pour ouvrir une porte. Je suis venue pour ouvrir une porte, je suis venue pour ouvrir une porte, et j'avais que ça, brum, brum, ouvrir une porte, voilà. Ok, très bien. Ensuite, j'ai insulté un gars dans la pièce qui parlait trop fort, un docteur qui pétait plus haut que son cul, qui m'a cassé les couilles.
C'est le seul truc que je me souviens. Et ma mère était là avec moi, elle disait: «Oui, non, lui, il est chiant et tout». J'étais là: «Mais oui, il a un ego surdimensionné». Et j'étais entre les pleurs, entre la douleur, entre la tristesse, entre l'autre qui me saoulait dans la pièce. Ah, enfin bref, c'était intéressant, mais je me rappelle plus de rien d'autre. Je me rappelle plus de rien d'autre. Je me rappelle juste que, après, j'ai attendu longtemps la journée à l'hôpital parce que je devais faire un point avec la gynéco. Et après, je suis rentrée à la maison. Mais je me rappelle plus de grand chose après ça, je crois. Enfin, j'étais vraiment dans un état, je sais pas dans quel état j'étais, comment on appelle ça, dans un état second. Oh, il est 11h11 quand je regarde l'heure. Trop drôle. Donc oui, à peu près, voilà. Je vais boire un peu de thé, là, pour me calmer. Donc ouais, je pense que c'est à peu près tout, mon expérience. Et après, j'ai été très triste pendant... déjà, j'ai pu en parler à personne, à part mes parents, parce que évidemment, je rentrais en France et fallait bien qu'ils le sachent et que j'allais me faire opérer à l'hôpital où ma mère travaillait, donc voilà. Mais je pouvais vraiment en parler à personne. J'ai mis presque 1 an à en parler à mes meilleures copines d'enfance et à ma sœur. C'était impossible pour moi d'en parler parce que je m'effondrais en fait. C'était ouais non, impossible quoi. J'en parlais peut-être à certains amis de Bali parce que j'allais partir et je leur disais pourquoi je partais, mais vite fait quoi. Et je l'ai dit à mon équipe aussi, à qui je travaillais, parce que j'ai un lien émotionnel moins fort déjà, donc j'étais moins touchée. Et pour les prévenir que je serais pas trop dispo en ce moment parce que pardon, je rote. Mais voilà, en tout cas, j'ai mis presque 1 an à en parler, quoi. Et ma sœur, elle m'en a un petit peu voulu, mais pas méchamment, mais elle me dit: «Mais pourquoi tu m'as pas dit? Da. Et mes copines m'en ont pas voulu non plus. Mais ouais, c'était assez fou de voir que j'ai mis tant de temps à pouvoir en parler. Après, je voulais plus du tout en parler avec ma famille. J'en ai quasiment pas parlé à ma famille pendant que j'étais à la maison. Je pouvais pas me connecter à ça tellement c'était douloureux pour moi. Et donc, voilà à peu près. Donc ça, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue. Mais du coup, après, donc pour parler de ma sexualité, le rapport à mon partenaire et à ma relation, donc il faut bien dire évidemment que ça a impacté ma relation amoureuse et ma sexualité, c'est certain. Mais en fait, j'avais déjà fait tellement de travail sur moi, sur ma sexualité. J'avais retrouvé, après plein d'années de trauma, de blocage, de trucs comme ça, d'expériences pas hyper cool en sexualité, juste avant que je tombe enceinte, j'avais tout bien retrouvé, j'étais bien, je vivais une belle sexualité, j'étais bien quoi, avec mon partenaire. Donc j'ai vécu ça après et je me suis dit non, pitié, je veux pas que ça recommence, je veux pas repasser par tous les trucs où je libère mon trauma, je voulais pas, j'en pouvais plus quoi, de toujours travailler sur moi, toujours travailler, libérer la douleur, le machin, le truc. J'ai dit non, je veux pas repasser par là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après j'ai encore fait un petit déni en mode non mais vas-y, c'est bon. 2 semaines après mon avortement, j'étais où? J'étais dans un club libertin. Alors, histoire de faire de la merde jusqu'au bout. C'était vraiment n'importe quoi. Mais j'ai dit non, je veux plus repasser par là. J'ai une belle sexualité maintenant. Je veux pas que ça impacte ma sexualité. J'en ai eu ras-le-bol. Et je suis allée, je me suis dit, vas-y, je reprends ma vie normale. Bon, évidemment, ça s'est pas bien passé du tout. j'étais en freeze totale. J'étais j'étais mal. J'étais pas du tout bien. C'est pas du tout bien passé. Donc on n'a rien fait à ce moment-là, cette soirée-là, dans ce club-là. Et ouais, après, par contre, les mois qui ont suivi, alors j'ai eu une sexualité avec mon partenaire beaucoup plus douce et tout ça, mais il y avait, en fait, là, quand j'essaie de me rappeler pour les 6 mois qui ont suivi, j'arrive pas trop à me rappeler à quoi ressemblait ma sexualité. Je me rappelais juste que j'étais hyper déconnectée. Alors ça veut pas dire que j'avais pas de plaisir, ça veut pas dire que c'était pas bien, mais par rapport à ma capacité de connexion et de plaisir et de fusion incroyable que j'ai avec mon partenaire, j'étais pas à mon best, quoi. J'étais vraiment pas... Ouais, là, j'arrive même pas trop à me rappeler, en fait. Je me rappelle de la première fois qu'on a fait l'amour après mon avortement, qui était tout doux et tout ça. Mais donc c'était peut-être quelques jours après mon avortement, j'aurais pu attendre plus, mais je crois que j'ai attendu 5 ou 6 jours. Donc ça a été... mais c'était pas facile. Et mon col de l'utérus, du coup, a été sensible jusqu'à, je pense, pendant à peu près 3 semaines après. Évidemment, normal. Mais bon, en tout cas, j'ai repris une sexualité assez rapidement, mais je pense que j'aurais dû attendre plus. Mais j'avais tellement envie de me reconnecter avec mon partenaire, parce que il y avait une distance qui s'était créée, il y avait une partie de moi qui lui en voulait de pas avoir été là, etc. Il est arrivé quelques jours après, enfin. Donc ouais. Mais donc je me rappelle plus trop de ma sexualité avec lui après. Juste ce que je me rappelle, c'est que en fait on s'est un peu déconnecté après, forcément, parce que nous la sexualité c'est une grosse partie de notre connexion, même s'il y a plein d'autres choses. On est aussi meilleurs amis, on est business partner, on est plein de trucs, mais la sexualité c'est très important pour nous. Donc comme il y avait cet aspect-là qui était plus hyper
pas autant bien qu'avant. On s'est un peu déconnecté et moi en fait j'ai eu besoin de grandes périodes de guérison, vraiment vraiment, d'être seule avec moi. Donc en fait on a décidé de s'éloigner pendant 3 mois à peu près. Donc de août à genre novembre, ouais, bien 3 mois, de août à novembre 2022, ouais c'est ça. Et on parlait déjà de s'ouvrir, d'aller, on faisait déjà, on allait dans des clubs et tout ça, mais là, c'était en mode ok, vas-y, on s'ouvre en fait. Moi, je suis allée au Portugal, où est-ce que je suis allée? Je suis allée en Norvège, enfin, j'ai fait mes trucs quoi. Et lui, il est reparti en Indonésie de son côté où il a expérimenté plein de choses, blablabla. Sauf que moi, j'ai rien fait du tout. J'avais fait d'autres choses avant, mais pendant ces 3 mois, en fait, ça a été ma période de guérison, où j'ai été seule avec moi-même, j'ai vu presque personne au niveau amitié et tout ça aussi. J'étais très, 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 très seule pendant ces 3 mois. Mais en fait, j'ai fait que des pratiques. J'ai fait 2 retraites aussi pour me reconnecter à moi, avec mes coachs, avec qui je m'étais formée il y a un petit moment, et puis d'autres personnes aussi. Je fais des retraites pour reconnecter à ma yoni. Pendant tous les 3 mois, en fait, j'ai pas eu de sexualité du tout, avec personne, et que avec moi en fait, c'était vraiment de la guérison, de la libération. Pas de sexe aussi du tout pour reposer ma yoni et pour voilà. Parce que c'était beaucoup trop lourd et du coup voilà, je passais 3 mois seule et ça m'a vraiment permis de repartir de zéro avec mon partenaire du coup. Donc il y a eu plein de choses qui sont ajoutées aussi parce que quand moi je fais rien et que je suis dans ma guérison et tout ça et que lui il expérimente de son côté, il y avait plein d'autres trucs qui sont ajoutés à ça. Mais en tout cas, pour rester dans la notion de connexion à moi, à ma yoni, guérison de ma yoni, c'est vraiment ces 3 mois-là, seule, sans sexe, et que avec des pratiques de libération comme je fais et j'enseigne dans mon école. Donc, c'est-à-dire de la réflexologie vaginale, des pratiques de l'œuf de yoni, des pratiques avec des baguettes de yoni, en tout cas plein de pratiques en conscience, de la yoni, de la libération de la yoni, de la danse. J'ai fait beaucoup de danse. En fait, je me suis reconnectée à ma sensualité, à ma femme rouge. Je l'appelle ma femme rouge parce que c'est ma femme sensuelle, ou ma femme dark féminin, qui est hyper sensuelle, hyper en puissance, sans aller draguer ni rien. Vraiment, j'étais que avec moi. J'avais une maison incroyable pour moi toute seule, énorme, près de la mer. C'était un truc de ouf. Et oula, je sais pas si vous entendez, il y a des chiens qui hurlent à côté là. Je vais juste mettre pause le temps qu'ils arrêtent. Ok. Qu'est-ce que je disais du coup? Je crois que je disais oui, que je m'étais reconnectée à ma femme hyper sensuelle et tout. Voilà, j'avais une grande maison au bord de la mer au Portugal, enfin un truc de ouf que je m'étais offert pendant 1 mois, et juste avant de retourner en France puis de repartir à Bali. Et j'avais un miroir énorme, je pense qu'il faisait 5 mètres de long jusqu'au plafond, enfin un truc de dingue. Et du coup, tous les jours, plusieurs fois par jour, je dansais devant. En fait, c'est exactement ce que j'enseigne, et j'ai fait... Oh, je vais y arriver. C'est exactement ce que j'enseigne aux femmes, principalement en tout cas dans mon école. Donc le yoni gazing, regarder sa yoni, faire des massages de la yoni avec ou sans miroir, la danse sensuelle devant le miroir. Ouais, c'est ça, je disais, l'œuf de yoni, la réflexologie vaginale, le travail avec les baguettes, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça, et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec moi tout seul, à ressentir tout ce que j'avais à ressentir en moi, pas me mélanger avec des hommes, même quand des fois j'allais danser, je me sentais attirée par des hommes, je croisais des hommes, enfin voilà, à la plage ou j'en sais rien, avec qui il y avait un match énergétique quoi. Et j'étais là, non, tu me touches pas toi, tu t'en vas. Et donc c'était non quoi. Donc en fait j'ai comme reconstruit ma bulle énergétique parce qu'elle avait pris un gros coup, hein. Et j'ai reconstruit ça, et j'ai reconstruit aussi, en fait c'est comme si j'ai reconstruit ma yoni aussi avec tout ça, en lui apportant de l'amour, de l'attention, etc. Et donc quand j'ai retrouvé mon partenaire, donc sans parler de la difficulté de retrouver quelqu'un qui a eu plein d'expériences alors que moi j'étais pas dans ce truc-là, donc j'ai rajouté tout ça aussi à guérir, mais à part ça, en fait, après quand on s'est retrouvés, ma yoni elle était tellement activée, c'est-à-dire que elle avait retrouvé donc comme si c'était reconstruit vraiment. Imaginons, j'avais l'image qu'elle était devenue toute lisse, sèche énergétiquement, ça veut pas dire qu'elle était pas mouillée à l'intérieur, mais énergétiquement sèche, sans force, sans vie, en deuil en fait, tout simplement, et elle avait besoin de beaucoup de temps. Donc j'ai Stéphanie, je crois, qui travaille avec moi,
qui m'a déjà dit qu'il y avait une femme qui lui avait fait une réflexion, parce que Stéphanie et d'autres personnes qui travaillent avec moi, elles vous ont au téléphone pour vous conseiller sur les meilleurs programmes pour vous, etc. Vous avez d'ailleurs le lien dans la bio. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elles et elles peuvent vous conseiller au mieux sur ce qui, selon ce que vous avez vécu et ce que vous voulez, quel programme dans l'école vous conviendra le mieux. Je vous laisse regarder ça. Mais bref, il y avait une femme ou deux qui lui avait dit « Non, mais Noémie, elle sait pas ce que c'est que d'être célibataire, elle est toujours en couple, etc. Comment elle peut savoir ?» Oh, shut up. Laissez-moi tranquille, je vous emmerde. Je sais plus ce que c'était comme réflexion comme ça, en mode comment elle peut savoir ce que c'est d'être une femme qui prend soin d'elle. Elle prône toujours le fait de prendre soin de soi, de faire ses rituels avec soi, mais elle est toujours en couple. Ben meuf, tu peux faire les deux. Moi, je suis en couple depuis presque 10 ans avec des différents partenaires, mais j'ai eu aussi mes périodes de solitude, j'ai eu mes périodes de douleur et je fais mes propres rituels et mes propres guérisons tout en ayant un partenaire. Donc si toi t'y arrives pas, c'est pas mon problème, tu vois. Donc juste parenthèse là-dessus parce que ça me gave en fait les meufs qui... En fait, je veux dire, si t'es célibataire, t'es love coach. Comment tu peux être love coach si t'es célibataire? Si t'es en couple tout le temps et que tu prônes le fait de prendre soin de toi et t'es en couple, comment tu maries les deux, blablabla, ça me gave en fait. Juste va, laissez-moi tranquille quoi. Ah putain, mais ouais, là je parle d'un sujet sensible, alors j'ai pensé à ça et ça m'a saoulée. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Parce que je me suis emballée là. Je sais. Casse les couilles les gens comme ça. Alors, je disais quoi? Je sais plus. Oui, je disais donc que après tout ça, en tout cas, genre Mayoni, elle était tellement re-remplie d'énergie, d'amour. En fait, c'est comme si tous mes tissus s'étaient re-remplis énergétiquement. Imaginons, tu vois, votre yoni, elle est pas toute lisse de l'intérieur. Vous voyez bien, il y a plein de différentes muqueuses, etc. Elles sont gorgées d'énergie. Vous voyez la différence, elles sont gorgées de sang et de liquide, pardon. Et voyez la différence, vous savez, quand votre clito, il est pas du tout excité, donc il est un peu tout fin. Et quand il est excité, il se gonfle de sang, donc il fait 2-3 fois la taille et d'énergie et tout ça. Et du coup, dans Mayoni, c'était vraiment comme ça. C'était genre, j'ai jamais eu, je crois, autant de sensations, ou alors je crois que j'ai jamais eu autant de sensations, autant de plaisir. On a expérimenté des trucs qu'on n'avait jamais expérimenté auparavant, une sexualité beaucoup plus différente, même si on avait une sexualité qui était super avant. Là, on allait beaucoup plus dans des trucs plus dark, plus intenses, plus primaires, c'est un truc de ouf, quoi. Et depuis ça, donc ça fait 1 an et demi, 1 an, 2 ans, je sais plus. Ouais, bon, 1 an et demi, 2 ans. Notre sexualité, elle est incroyable. Mais je sais que c'est dû c'est justement 3 mois toute seule et à se focus que sur moi. Même si avant je faisais mes pratiques, le fait de pas avoir eu de sexualité pendant un moment et de me dire, de me focus que sur moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Donc ça veut pas dire que si vous êtes en couple, vous pouvez pas guérir et tout ça. C'est pas du tout le cas. Moi, quand j'ai commencé à guérir ma sexualité et tout ça, j'étais en couple depuis le début. Et j'ai libéré énormément de choses en couple, en faisant mes pratiques et tout ça à côté. Et aussi dans la sexualité à deux. Mais le fait d'avoir passé du temps seul aussi, ça c'était hyper important pour moi, et pas de sexe du tout. C'était hyper important pour moi, pour repartir à zéro, quoi. Donc, c'est ce que je conseille dans un de mes programmes, ça s'appelle Quantum Sex, où on travaille beaucoup avec l'énergie sexuelle, tout ça, comme pour refield, comment dire en français, en gros, comme repartir de zéro avec votre énergie. Et je vous conseille, ça dure 3 mois, et je vous conseille, si c'est possible, de avoir pas ou peu de sexe pendant cette période-là, pour vraiment repartir de zéro au niveau énergie. Mais bon, si vous êtes avec un partenaire depuis, je sais pas, plusieurs années, votre corps, il est habitué à son énergie, donc c'est ok. Le truc qui est moins ok, selon moi, même si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est d'avoir différents partenaires, tout en faisant des pratiques comme ça, de libération, en mode je repars un peu au zéro et tout ça. Le fait de se mélanger avec plein d'énergies différentes, votre corps doit dealer avec ces énergies, les transmuter, les alchimiser, et là, pour le coup, ça prend... Je pense que c'est pas top de faire ça. C'est pas l'idéal, mais ça veut pas dire que ça aura pas d'effet positif de faire vos pratiques quand même. Ok, donc voilà, je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire sur ça. Donc en gros, ce que je retiens de ça, c'est vraiment c'est la dévotion et la discipline que vous allez avoir envers vous-même. Donc le mot discipline, j'en parle souvent. J'ai une coach super en ce moment qui s'appelle Léa,
que vous pouvez trouver sur Divinely Us sur Instagram. Parle anglais, mais elle est française à la base. Et en ce moment, je me fais coacher par elle, elle est super chouette. Et elle m'a dit un truc, alors que pourtant je prône depuis longtemps, mais je sais pas, j'avais besoin de le re-entendre. Elle m'a dit, non mais la discipline, Noémie, c'est du self-love. Et en fait, tout ça, c'est de l'amour de soi. Au début, c'est peut-être un peu dur de mettre en place, mais après, ça devient un acte d'amour de soi, plutôt que de la discipline et un truc à faire. En gros, voilà, je parle souvent à mes clientes, je leur dis, les filles, les meufs, en fait, faut pas rêver. C'est pas en une pratique, en une guidance, en une thérapie, ou j'en sais rien, que vous allez guérir. Moi, là, je parle de l'avortement, mais avant ça, j'ai eu plein de trucs à guérir, à libérer, que je suis toujours en train de travailler dessus d'ailleurs, mais la plupart, au niveau sexualité, je suis bien maintenant. J'ai libéré la plupart des choses. Ce que je libère en ce moment maintenant encore, c'est ma partie où j'ai beaucoup de honte d'être une femme très sexuelle et très sensuelle et qui adore draguer, qui adore pécho, qui adore avoir le pouvoir sur d'autres hommes, d'autres femmes aussi. Là, je suis en train parce que je suis ouvert aux deux, et je suis en train de reprendre en fait mon pouvoir de séduction. Donc sur les hommes ça allait, mais sur les femmes, et j'en ferai un autre podcast sur ça, mais genre le fait d'être dans mon peut-être plus yang et d'aller draguer une femme et de la voir fondre sous moi, je suis en mode c'est un des trucs les plus puissants que j'ai jamais expérimenté, et ça avant j'osais pas parce que j'avais beaucoup de blocages et de blessures en mode je peux pas être dans mon plein pouvoir comme ça parce que j'ai l'impression d'écraser les gens avec ma puissance, ou je sais pas, mais bref. Donc c'est ça que je suis en train de guérir en ce moment, et de libérer et d'expérimenter, parce que depuis que je guéris ça, j'attire plein de femmes et c'est incroyable. Mais bref, ça j'en parlerai plus tard. Mais en gros, dans ma sexualité maintenant, j'ai libéré énormément de choses. Donc comment j'ai fait? Et c'est avec cette notion, voilà, de discipline et de dévotion envers soi. Donc vous pouvez pas voir des changements en vous en vous disant oui, je dois libérer ça, je dois encore travailler sur ça, être dans cette énergie extrême et yin là où vous dites ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse cette retraite, il faut que je fasse ci, mais en fait vous le faites pas, ou très peu. Je vous cache pas, et là maintenant je vais très cash avec ça. Moi j'ai des programmes dans l'école d'intimité sacrée, il y a personne en France qui fait ce que je fais. Alors j'ai des amis qui font ce que je fais aussi, mais il y a Rubina, il y a Maeva Purnima, il y a Jessica Pierbet, mais je la connais pas, mais je crois qu'on travaille un peu différemment, je la connais pas du tout, mais je sais qu'elle est chouette aussi. Il y a d'autres personnes en France qui font ce que je fais, évidemment, le travail avec la yoni, etc. Mais moi, je suis unique, et donc ce que je fais, personne d'autre le fait. Mais comme Rubina, personne d'autre fait ce qu'elle fait, etc., etc. Même si on a des pratiques qui se ressemblent. Bref, j'ai des centaines de femmes par an dans mon école, que ce soit dans les programmes de formation Love and Sex Coach, programme volupté, initiation à l'œuf de yoni, quantum sex, etc. Les nanas qui ressortent de mes programmes changées, c'est les filles qui étaient là à chaque coaching de groupe toutes les semaines, qui étaient là donc en individuel, ou qui ont pris des séances en extra en individuel, qui ont fait toutes les pratiques tout le temps. J'ai une personne en tête qui s'appelle Nathalie, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, Nathalie Bouc-Petit, qui est une femme de la formation Love and Sex Coach d'il y a 1 an et demi, 2 ans, qui elle développe son activité. Pourquoi? Parce que depuis le début, elle est au taquet. Pourtant, elle a une fille, elle est enceinte, elle voyage tout le temps, tous les 2 mois elle est entre 3 avions, mais par contre elle était là à chaque coaching de groupe toutes les semaines, elle faisait ses pratiques, elle s'est débrouillée pour faire garder sa fille quand elle faisait ses pratiques de sex magic, de trucs, de machin, parce que c'était ça ou rien. En fait, elle était dévouée. Donc là j'ai Nathalie en tête parce que je me sens très proche d'elle, mais il y en a des dizaines encore de femmes comme ça. Mais voilà, il y en a des dizaines sur des centaines qui sont dans mes programmes. Pourquoi? Parce que ces dizaines de femmes, elles sont dévouées et elles lâchent pas, et elles veulent vraiment y arriver, et donc elles savent que c'est leur chemin et elles s'impliquent pour elles-mêmes. Je vous cache pas qu'il y a d'autres femmes dans mes programmes qui, je sais, ne s'impliquent pas dans les programmes, font les pratiques en mode ah oui, j'ai pas fait, je me suis déconnectée, j'ai pas pris le temps. Bah ouais, mais ces femmes-là, elles voient pas les résultats, hein. Et elles ont pas de résultats. Alors peut-être que c'est juste qu'elles sont pas, peut-être que c'était pas ce programme-là qu'il leur faut, peut-être que elles ont en effet pas le temps en ce moment, et que le programme, elles pourront le faire l'année prochaine, par exemple, et que là, elles vont voir les résultats. Donc il y a plein de raisons, mais il y a des raisons aussi qui font que elles mettent pas le pouvoir et l'intention et la dévotion dans le programme et dans leur guérison. Donc en fait, à un moment donné,
si vous voulez vivre des changements, et je suis adorable comme fille, mais là c'est vraiment un truc qui me prend aux tripes, si vous voulez voir des changements, il y a personne qui va venir vous sauver en fait. Vous avez beau acheter les plus grands programmes du monde avec les meilleurs, si vous faites rien, si vous n'êtes pas dévoué à ça, si vous prenez pas le temps, alors on a toutes des vies, on a tous des emplois du temps, mais si vous prenez pas le temps pour ça, il y a personne qui va le faire à votre place et donc vous verrez pas le changement. Ça, c'est garanti. C'est la seule chose que je peux vous garantir, en fait. Si vous faites rien, il se passera rien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, c'était la sexualité et le rapport à mon partenaire, c'est les choses les plus importantes pour moi dans ma vie, plus mon travail et ce que je transmets. Donc, c'était ça ou rien. J'ai vécu des trucs horribles. Je fais ce qu'il faut pour que ça m'impacte plus dans ma vie, même si c'est dur. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Donc toi, si tu veux vraiment reconnecter à toi, à ta sexualité, à ta sensualité, et que ça te parle, mais c'est parce que t'es dans ce mindset-là aussi, dans cet état d'esprit-là, où tu sais que personne va venir te sauver et faire le travail à ta place, et qu'il y a que toi qui peux te sauver et t'apporter le meilleur, quoi. Donc en t'aidant, oui, de coach et tout ça, c'est sûr. Moi, sans les coachs, j'aurais été nulle part, ou beaucoup moins loin. Ça, c'est sûr. Et je me suis emballée là. C'est vraiment un truc qui me prend aux tripes en mode... Je sais beaucoup être dans ma victime, moi, dans ma vie. Je suis très, très dépression, très victime, très machin, très petite chose, venez me sauver, oh là là. Sauf que ça m'a jamais aidé d'être comme ça. Donc, j'ai dû me foutre des coups de pied au cul. La vie, elle a dû me mettre des claques dans ma tronche pour me secouer, en fait. Le fait d'avoir peur de perdre mon partenaire, le fait d'avoir des douleurs tout le temps dans les rapports, le fait de... En fait, c'est plein de trucs comme ça qui m'ont mis des claques et qui m'ont dit « Mais Noémie, fais quelque chose, quoi ». Donc, j'ai fait quelque chose. Et maintenant, ce quelque chose, j'en vis et je le transmets aux femmes et c'est une des meilleures choses que je fais. Je veux dire, des fois, je guide des centaines de femmes en live à toucher leur yoni ensemble, à libérer des traumas, à développer leur potentiel orgasmique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas meilleur travail au monde, quoi, de faire ça. Mais c'est parce que je l'ai fait sur moi et que je continue à le faire sur moi. Donc, en tout cas, voilà. Pour quelle heure il est là? Ok, ouais, ça fait... Je voulais que ça dure maximum 30 minutes. Bon, j'ai débordé de ouf. C'est pas grave. En tout cas, voilà, le message pour vous dire que soyez douce avec vous, mais soyez votre meilleur coach. En fait, il faut que vous soyez dans votre hyper yin, c'est-à-dire pleine réception. Où est-ce que ça va pas? Où est-ce que je suis en douleur? Où est-ce que je suis bloquée, etc., etc. Où est-ce qu'il y a de la douleur et du trauma? Vous devez être dans votre yin, dans votre énergie féminine pour ressentir ça. Mais par contre, si vous voulez guérir, alors quand je dis guérir, c'est pas dans le sens médical, c'est plutôt dans le sens libérer. Vous guérissez pas, vous vous libérez. Si vous voulez vraiment vous libérer et aller vers ce que vous voulez le plus, vous avez besoin d'avoir un yang au taquet en vous. C'est-à-dire que moi, imaginons, j'ai 80% de yin dans mon énergie. J'ai 80%, c'est mon énergie, elle est féminine. Mais 20% de yang et d'énergie masculine en moi, ils ont intérêt à gérer parce que sinon mon yin il part en sucette. Il fait n'importe quoi, il reste dans la victime, dans la dépression, dans la douleur, dans l'énergie d'eau et tout ça. Il n'y a pas de drive. Mon yang, il est là pour garder, on dit hold the space. Donc garder l'espace pour moi, créer l'espace pour moi, me diriger, me botter le cul quand j'en ai besoin, me consoler quand j'en ai besoin et aussi m'amener à faire mes pratiques. Parce qu'on a tous des excuses en mode bah non là j'ai pas eu le temps de faire ma pratique ceci cela. Non, c'est pas vrai. Là tu viens de passer 20 minutes sur ton téléphone, t'aurais pu passer 20 minutes sur ta yoni, tu vois. Donc je me parle à moi aussi, je le fais ça des fois, mais beaucoup moins. Mais en tout cas voilà, si vous voulez, même si vous n'avez pas vécu d'avortement ou quoi, je veux dire, si vous voulez développer quelque chose en vous, peu importe ce que c'est, votre business, votre relation, développer votre sexualité, etc., vous avez vraiment besoin d'être là pour vous, quoi. Mais c'est le truc le plus important, peu importe ce que vous avez vécu, et d'aller chercher de l'aide et du support si vous en avez besoin. Voilà. Avec plein d'amour, tout ça, évidemment. Je sais pas, en fait, moi, je me connais, donc quand je parle, j'ai pas l'impression d'être un peu pushy ou d'être trop hard, mais peut-être que pour certaines personnes, ça peut les choquer comment je parle. Ce sera juste pas moi votre coach dans ce cas-là. Et puis c'est tout, il y a plein d'autres femmes qui font ce que je fais et qui sont très bien aussi. Mais voilà, en tout cas, vous avez une petite vision. Donc, j'espère que ça vous a plu. À la base, je voulais enregistrer ça en vidéo, mais je me suis dit non, j'ai pas trop envie de montrer ma tête là, je suis trop sensible pour ce sujet. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Noémie Holistic Sex. Ça s'écrit... je vous mets le lien là en dessous, dans la description. Holistic, c'est H-O-L-I-S-T-I-C-E. Non,
TIC, je dis de la merde, Holistic Sex, et SEX à la fin. Et sur Facebook, vous pouvez trouver le groupe privé de l'école d'intimité sacrée. Donc en fait, sur Instagram et sur Facebook, je publie plein de choses. Dans le groupe privé, je publie plein de trucs, surtout aussi sur Instagram. Et vous pouvez, je vais voir si je mets ce lien-là, regardez si je l'ai mis dans la description, vous inscrire à ma mail list, parce que c'est dans la mail list que je partage souvent le plus de choses qui se passent dans l'école. Donc tous les mois, par exemple, on a des yoni temples, donc des temples pour la yoni, où je vous guide dans plein de pratiques comme la réflexologie vaginale, la connexion à l'utérus, le sex magic, donc c'est de la sexualité transcendantale, enfin sexualité alchimique, plein de choses comme ça. On fait ça tous les mois. Et si vous voulez aller plus loin dans la reconnexion à votre corps et à vous, j'ai le programme Volupté. Donc ça, c'est un programme pour les femmes, pour vraiment se reconnecter à votre corps, à votre yoni, à votre énergie sexuelle et à votre potentiel de plaisir, parce que quand même, il y a la guérison, c'est bien, mais ça sert à quoi après? Avoir du plaisir, s'il vous plaît. Oui, c'est le plus important. Et on a évidemment la formation professionnelle Love and Sex Coach qui vous fait avoir tout votre cheminement personnel pour vous, de reconnexion à votre sexualité sacrée, plus toute la partie, coaching, comment je coach des femmes dans plein de domaines différents, que ce soit la sexualité, les relations, l'intimité, les traumas de l'enfance, etc. Vous avez des trainings pour vous entraîner avec toutes les coachs de l'école, avec les sex coachs qui sont aussi dans cette formation. Vous avez toute la partie développement d'activité, business, et vous avez des spécialisations pour être vraiment au taquet avec l'œuf de yoni, avec l'énergie sexuelle, avec la sexologie, avec toutes ces choses-là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et dans le prochain podcast qui aura, je ne sais absolument pas quel thème. Voilà, je vous fais des bisous.